Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour continuer le cours que l'on avait commencé au chapitre 12. Alors, pour résumer ce que l'on a fait pour le moment, dans le chapitre 12, on a juste constaté que le chapitre 12 était pour l'instant le prolongement du chapitre 8, c'est-à-dire les probabilités sur les ensembles finis. Et donc, essentiellement, ce que l'on a vu lors du dernier cours, c'était que toutes les formules que l'on a vues au chapitre 8, toutes les définitions que l'on a vues au chapitre 8 s'adaptent, se modifient, mais cette fois-ci en se plaçant sur un univers qui est non plus fini, mais un univers qui est dénombrable. Donc, je vous invite à vous convaincre que la formule des probabilités totales, qui est la formule la plus importante que l'on a vue, s'adapte dans ce cadre, la formule des probabilités composées, etc., etc. Au chapitre 8, on avait aussi donné une introduction aux variables aléatoires. Cette fois-ci, on va faire de même, on va faire une introduction aux variables aléatoires. Donc je vous invite directement à prendre le poly de cours à la fin de la page numéro 5, au paragraphe 3, qui est donc le paragraphe sur les généralités sur les variables aléatoires. Alors, on passe au début de la page 6, donc sur la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire ? Une variable aléatoire, c'est ni plus ni moins une application qui va de oméga dans R. C'est-à-dire, c'est une application qui a un événement associe un nombre. Exemple, on avait vu ces exemples au chapitre 8. On lance un dé. Donc, lancer d'un dé à 6 faces. Et on s'intéresse, donc X, c'est la face affichée par le dé. Autre exemple, donc ça c'est l'exemple 1. Exemple 2, on lance une pièce équilibrée et on s'intéresse au rang du premier pile. Voilà, donc tout ça, ce sont des applications. Alors, vous remarquez que je ne précise pas trop oméga. En pratique, on ne le précise pas trop, ce n'est pas la partie la plus importante. Mais donc, c'est une application qui, d'une certaine façon, à un jeu, associe une quantité, un nombre. Voilà donc ce que l'on fait dans ce que l'on définit dans cette définition. Alors, une fois qu'on a une variable aléatoire, donc je passe à la définition 3.2, on a un système complet d'événements qui lui est naturellement associé. Donc pour la définition 3.2, cette famille est un système complet d'événements. Alors on rappelle ce que c'est qu'un système complet d'événements, on l'a vu mais on le redit. Un système complet d'événements, c'est une famille qui vérifie deux choses. Les événements sont 2 à 2 incompatibles et l'union de ces événements donne l'univers tout entier. Donc les événements sont donc 2 à 2 incompatibles. Et, deuxième point, l'union de ces événements donne l'univers en entier. Bon, par exemple, si on reprend notre exemple numéro 1, c'est complètement clair. Lorsque vous lancez un dé équilibré à 6 faces, qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme résultat ? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est logique que la famille qui est composée des événements x égale 1, x égale 2, etc. jusqu'à x égale 6 est un système complet d'événements. Pareil, bon, lorsque vous lancez une pièce équilibrée, vous imaginez bien que votre premier pile, vous allez l'avoir soit au premier, soit au deuxième, soit etc. etc. jusqu'à, effectivement, vous arrêtez pas parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir votre premier pile. Voilà. On passe au paragraphe 3.2. Donc là, c'est un paragraphe qui est nouveau, c'est la notion de fonction de répartition. Alors, ce n'est pas une notion qui est très évidente dans ce cadre. On aura l'occasion de revoir cette définition un petit peu plus tard dans l'année, dans un cadre qui est peut-être plus naturel. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition ? Donc là, je suis à la définition 3.3. La fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est la probabilité que x prenne une valeur qui est plus petite que x. Donc pour tout x appartenant à R.
rassurez-vous, on va faire un exemple de calcul de fonction de répartition. Alors, on passe directement à la proposition qui est après, donc le théorème 3.1. Alors, ce théorème, il liste des propriétés des fonctions de répartition. Alors, je vous laisse les lire. Hein. Par exemple, pour la première, on peut constater que pour tout x appartenant à R, la fonction de répartition est comprise entre 0 et 1. Ben, c'est complètement évident. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'une fonction de répartition, c'est une probabilité. On rappelle qu'une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. Une fonction de répartition est une fonction qui est croissante. Bon, sans le démontrer, pourquoi c'est quelque chose qui est raisonnable? Eh bien, imaginez que plus vous prenez une valeur grande de x, c'est-à-dire plus x augmente, plus cet événement-là, grand x plus petit que x, est grand, et donc plus la probabilité qu'il arrive, cet événement, est elle-même grande. Propriété 3. Alors la limite de la fonction de répartition en moins l'infini, c'est 0, et la limite de la fonction de répartition en plus l'infini, c'est 1. C'est extrêmement logique. Pourquoi? Lorsque vous faites tendre x vers moins l'infini, c'est-à-dire x prend des valeurs qui sont très très petites, qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement-là? X plus petit que grand x plus petit que x. Eh bien, cet événement, il devient très petit. Il se rapproche, entre guillemets, de l'ensemble vide. Or, on a vu que la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Et de la même façon, lorsque x prend des valeurs qui sont très grandes, lorsque x tend vers plus l'infini, on imagine bien que cet événement-là, grand x plus petit que x, est un événement qui devient très grand, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se rapproche de l'univers oméga, et donc il est raisonnable de penser que la probabilité là, de cet événement se rapproche de la probabilité de oméga qui vaut 1. Cinquième, alors là ce sont des propriétés qui sont, quatrième et cinquième, qui sont des propriétés qui sont extrêmement techniques, que l'on utilisera finalement assez peu. La fonction de répartition, elle est continue à droite. Alors, en tout cas, c'est l'occasion de revoir la notion de continuité. On rappelle, la continuité, c'est la limite. Ça, c'est la continuité. Hein. On verra après la continuité à droite et à gauche. La continuité, c'est ces trois quantités-là doivent être égales. La limite à gauche égale la limite à droite égale la valeur de la fonction en ce point. Alors ici, on vous impose que la fonction de répartition est continue à droite. Eh bien, continue à droite, ça veut dire que on omet la partie à gauche, donc continue à droite, ça veut dire que la limite, lorsque t tend vers a+, c'est égal à f de a. Voilà. On ne va pas le démontrer, et de toute façon, on s'en servira quasiment jamais. Cinquième, la fonction de répartition admet une limite à gauche. Alors, ça vient d'un théorème que l'on avait appelé théorème de la limite monotone. Je vous invite à reprendre le chapitre sur les fonctions continues, qui nous disait qu'une fonction monotone avait une limite à gauche et à droite en tout point. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Et enfin, par contre, ça c'est important, on aura l'occasion de le revoir dans un autre chapitre, c'est la probabilité que x soit compris entre... Attention aux inégalités, celle-là elle est stricte, celle-là elle est large, c'est important. Ça c'est la fonction de répartition en B moins la fonction de répartition en A. Alors si vous êtes un petit peu observateur, vous remarquez, ça vous fait penser peut-être à un calcul de crochet d'intégrale. Allez, faites un peu d'effort, il y a de l'imagination. Ça vous fait penser au calcul d'un crochet. Et on va voir un petit peu plus tard dans l'année qu'il y a un lien. On passe, et on passe directement à l'exemple numéro 8. Alors, voilà un exemple qui va nous permettre donc de comprendre une fonction de répartition via l'étude d'un jeu et donc d'une variable aléatoire. Alors, je vais le traiter. Je vous invite, quand vous allez regarder cette vidéo, à le refaire entièrement. Alors, exemple 8. On lance une pièce de monnaie bien équilibrée 3 fois de suite.
soit x, la variable aléatoire donnant le nombre de faces obtenues, et y, qui est la variable aléatoire, qui est égale à 1 si deux côtés identiques apparaissent successivement, 0 sinon. Donner les graphes des fonctions fx et fy, donc donner le graphe des fonctions de répartition de x et de y. Alors, on va d'abord faire l'étude de x. Quand vous étudiez une variable aléatoire, on l'avait vu au chapitre 8, mais on ne l'avait pas fait beaucoup, prenez le bon réflexe de donner ce qu'on appelle le support, ou bien l'univers image. Qu'est-ce que c'est que le support? C'est les valeurs que prend votre variable aléatoire. Alors, que prend comme valeur votre variable aléatoire? On relit la phrase. X, c'est la variable aléatoire donnant le nombre de faces obtenues au cours de 3 lancers. Vous pouvez avoir combien de faces? C'est facile. Ou bien vous en avez 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Donc, votre univers, c'est 0 à 3. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a notre univers, eh bien, pour chacune des valeurs dans cet intervalle, on va calculer les probabilités associées. Alors, on va commencer par calculer la probabilité de x égale 0. C'est relativement facile. Qu'est-ce que c'est que cet événement x égale 0? L'événement x égale à 0, ça veut dire avoir 0 faces. Si on a 0 faces, ça veut dire qu'on a obtenu 3 piles. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 piles? Alors, on suppose que les lancers sont mutuellement indépendants. Quelle est la probabilité d'avoir pile au premier lancer? La pièce elle est équilibrée, 1/2. Quelle est la probabilité d'avoir un pile au deuxième lancer? Ça n'a pas changé, 1/2. Quelle est la probabilité d'avoir un pile au troisième lancer? 1/2 encore. Donc tout ça, ça vous dit que ça fait 1/2 puissance 3. Alors ça fait un huitième, on va le laisser comme ça, troisième lancé. Alors, on va maintenant calculer P de x égale 1. Ah, ça va nous faire revoir les coefficients binomiaux. Qu'est-ce que c'est que l'événement x égale 1? L'événement x égale 1, ça veut dire que au cours de vos 3 lancers, vous avez obtenu un face. Si vous avez obtenu un face, ça veut donc dire que vous avez obtenu 2 piles. Alors, première chose à faire, c'est, entre guillemets, de placer votre face. Vous avez combien de possibilités pour placer votre lancer qui va donner face? Eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de choisir un lancer, c'est-à-dire le premier, le deuxième ou le troisième, dans un ensemble qui contient 3 possibilités, tout simplement parce que vous avez 3 lancers. Donc, première chose, vous avez un coefficient binomial qui est le 1 parmi 3. Alors, on va le revoir, mais 1 parmi 3, ça vaut très logiquement 3, tout simplement parce que votre face, soit vous l'avez au premier lancer, soit au deuxième, soit au troisième. Donc, on place la position du face. Ceci étant fait, maintenant, vous pouvez commencer à vous intéresser aux probabilités. Votre face, il est placé, par exemple, au premier lancer. Bon, quelle est la probabilité, effectivement, d'avoir face au premier lancer? Eh bien, elle est de 1/2. Ensuite, si vous avez obtenu face, ça veut dire qu'aux 2 lancers d'après, vous avez obtenu pile et pile. Quelle est la probabilité d'avoir pile au deuxième lancer? 1/2. Quelle est la probabilité d'avoir pile au troisième lancer? 1/2. Donc ça fait 1/2 fois 1/2 qui nous donne donc 1/2 au carré. Et en simplifiant, 1/2 au carré, et en simplifiant, alors ce coefficient binomial là, évidemment, on le remplace, ça vaut 3. Et cette probabilité, que vaut-elle? Eh bien, ça vous fait 1/2 puissance 1 plus 2, 1/2 puissance 3. Voilà. Ça vaut un huitième, encore une fois, on ne met pas. Allez, on continue. On passe à l'événement P de x égale à 2. Qu'est-ce que c'est que l'événement x égale 2? L'événement x égale 2, ça veut dire on a 2 faces et donc un pile. On commence par placer parmi les 3 lancers, les 2 lancers qui nous donneront face. Vous avez combien de possibilités? Eh bien, ça revient à choisir dans un ensemble qui contient 3 éléments, 3 positions,
Vous choisissez deux positions qui vous donneront vos deux faces. Par définition, 2 parmi 3. Rappel, 1 parmi n, ça vaut n. 2 parmi n, ça vaut n-1 sur 2. Et je l'ai oublié, 0 parmi n vaut 1. Ces trois coefficients binomiaux-là, il faut les connaître. Alors, donc 2 parmi 3, ça vaut 3. Alors, une fois que vous avez placé vos faces, par exemple, vos deux faces, vous les avez obtenues en position 1 et 2, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la probabilité d'avoir deux faces en position 1 et 2? Pour le premier, vous avez une chance de 1,5. Pour le deuxième, vous avez une chance de 1,5. Donc, encore une fois, 1,5 au carré. Et enfin, en troisième position, vous avez un pile. Mais un pile, comme votre pièce est toujours équilibrée, ça arrive avec une probabilité de 1,5. Encore une fois, donc ça nous fait du 3 fois 1,5 puissance 3. Et enfin, le dernier, P de x égale à 3. P de x égale à 3, ça veut donc dire que vous avez obtenu 3 faces. Comment on fait pour obtenir 3 faces? C'est facile. Au premier lancer, vous avez face. Au deuxième lancer, vous avez face. Et au troisième lancer, vous avez face. Avec une probabilité de 1,5 fois 1,5 fois 1,5, qui donne donc une probabilité de 1,5 au cube. Voilà. Donc là, quand vous avez fait cette étude-là, vous avez ce que l'on appelle déterminer la loi de votre variable aléatoire. Ça veut dire que vous m'avez donné l'univers, les valeurs que prend votre variable aléatoire, et pour chacune de ces 4 valeurs, vous m'avez donné la probabilité. Alors maintenant, on peut commencer à calculer la fonction de répartition. Alors je vais effacer ici. Bon, on se souviendra des résultats. Alors, on rappelle la définition. C'est la probabilité que x prend des valeurs plus petites que x. Alors, ça c'est un réflexe qu'il faudra avoir lorsque l'on manipulera des variables aléatoires dites discrètes. L'essentiel de l'information, elle est située au point de votre univers, c'est-à-dire elle est située en 0, 1, 2 ou 3. Pour résumer, en fait, la situation, elle va être assez triste ailleurs. Alors, pour tout x plus petit que 0. Donc là, pourquoi 0? Tout simplement parce que 0, c'est la première valeur dans l'ordre croissant de mon univers. L'univers, je rappelle, c'est 0, 1, 2, 3. Que vaut cette probabilité? Quelle est la probabilité que votre variable aléatoire prenne une valeur qui est plus petite que x, où x est un nombre négatif? Cette probabilité, ou plutôt cet événement-là, c'est le vide. Tout simplement parce que votre variable aléatoire prend des valeurs 0, 1, 2 ou 3. Donc ça vous fait 0. Deuxième point, donc cette fois-ci, je m'intéresse à ce qui se passe dans l'intervalle 0, 1. Alors pourquoi 0? Tout simplement parce que je me suis arrêté à 0. Pourquoi je m'arrête à 1 ici? Tout simplement parce que si je parcours mon univers image dans l'ordre croissant, la valeur qui vient après 0, c'est 1. Quelle est la probabilité que votre variable aléatoire prenne une valeur qui est plus petite que x, où x est un nombre compris entre 0 et 1? Attention, vous remarquez que 1 est exclu. Eh bien, quel est cet événement? Cet événement, c'est ni plus ni moins que l'événement x égale à 0. Pourquoi? Dans votre univers, dans x de oméga, qui, rappelons-le, est 0, 1, 2, 3. Qui est-ce que vous avez? Donc là, vous êtes en train de considérer l'intervalle, en fait, moins l'infini. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, x. Qui est-ce que vous avez dans cet intervalle qui est aussi dans votre univers image? Vous avez que 0. Donc c'est pour ça que c'est la probabilité que x prenne la valeur 0. Et on l'avait vu, cette probabilité-là, c'est donc 1,5 puissance 3. Allez, on continue.
Du coup, je me suis arrêté à 1, je repars de 1. Quelle est la valeur qui vient après? Eh bien, après 0, 1, il y a 2. Ah, là, ça commence à devenir plus intéressant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, x, grand X, est plus petit que petit x. Autrement dit, on s'intéresse à la probabilité de l'événement que grand X prenne une valeur qui est comprise dans l'intervalle moins l'infini, x, où petit x est compris entre 1 au sens large et 2 au sens strict. Qu'est-ce qu'elle peut prendre comme valeur, votre variable aléatoire? Eh bien, il n'y a que deux possibilités dans cet intervalle qui soit aussi dans votre univers. Vous avez le nombre 1 et vous avez le nombre 2. Donc c'est la probabilité que x prenne la valeur 0, union x prenne la valeur 1. Vous noterez que ces deux événements sont incompatibles, donc cette union c'est la somme des probabilités, et ça tombe bien, ça vous fait 1 demi puissance 3, pas 4, plus, lui là on vient de le calculer sa probabilité, on avait dit que c'était 3, 1 demi puissance 3. Et si vous factorisez par 1 demi puissance 3, ça vous donne 4, 1 demi puissance 3. Voilà les nouvelles probabilités. Alors je vais quand même les remplacer. Ça vaut 1 huitième. Et ça vaut 4 fois 1 huitième, qui vaut donc 1 demi. On continue, je vais effacer. Alors, quelle est la probabilité? Donc maintenant, on passe à 2, 3. Vous commencez à comprendre pourquoi. 2, on repart de 2. Et pourquoi je pars de 3? Tout simplement parce que 3, c'est la prochaine valeur qui vient dans votre univers. Quelle est la probabilité, je vais un petit peu plus vite, que x prenne des valeurs plus petites que petit x? C'est la probabilité donc, que x appartienne à l'intervalle moins l'infini x. Quelles sont les valeurs qui sont dans votre univers, donc 0, 1, 2, 3, qui sont aussi dans cet intervalle-là? Il n'y a pas trop le choix, hein. Vous n'avez que 3 possibilités. 0, 1 et 2. Même argument qu'ici, donc ça va nous donner la probabilité que x soit égal à 0, union x égale 1, union x égale 2. Ces trois événements étant deux à deux incompatibles, ça nous donne la somme des probabilités. Donc je vais directement ici. P de x égale à 0, plus P de x égale à 1, plus P de x égale à 2. On a calculé ces trois probabilités, donc ça me donne 1 demi au cube, plus 3 fois 1 demi au cube, plus 3 fois 1 demi au cube. Si vous factorisez, ça nous donne 1 plus 3, ça fait 7, et 1 demi au cube, ça fait 1 huitième. Donc ça nous donne 7 sur 8. Et enfin, le dernier, quelle est la probabilité que x prenne, donc x supérieur à 3 tout simplement, quelle est la probabilité que x prenne des valeurs plus petites que x? Et bien là, il n'y a aucun calcul à faire, c'est facile. Quelles sont les valeurs prises par vos variables aléatoires? 0, 1, 2, 3. Ainsi, quelle est la probabilité que x prenne une valeur qui est plus petite que petit x, où x est un nombre plus grand que 3, par exemple 5? Eh bien, cet événement est un événement qui est certain. Il arrive tout le temps. Quelle est la probabilité d'un événement certain? 1. Voilà. Donc, là, vous avez calculé votre fonction de répartition. Alors, on fait le graphique. On n'a plus qu'à résumer toutes les informations que l'on a trouvées. Alors, on commence, on va aller dans l'ordre croissant, lorsque x prend des valeurs qui sont strictement négatives. On a dit que ça valait 0. Hop, on fait un trait ici. On rappelle que pour exclure le 0, on met un petit crochet qui permet d'exclure. Lorsque l'on se place sur l'intervalle 0, 1, donc là, 0, 1, quelle est la probabilité que vaut la fonction de répartition? Eh bien, elle vaut 1 huitième. Donc vous faites ici, pour indiquer que vous prenez le 0, vous faites un point un peu plus affirmé, et vous faites une barre comme ça, et la hauteur, ici, vous mettez 1 huitième. Bon, si vous faites sur votre cahier, vous essayez de respecter les graduations. Ok. Et encore une fois, le 1 ici, il est exclu, donc on met un petit crochet ouvert. Sur l'intervalle 1, 2,
Que vaut ma fonction de répartition? Qu'est-ce qu'on a trouvé? 1/2. Donc on fait une barre à la hauteur 1/2. Donc ici, ça peut être quelque part par là, on va dire qu'on est là. 1/2. Sur l'intervalle de 3, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 7/8. Et enfin, sur l'intervalle 3 plus l'infini, on a trouvé 1 comme valeur. Donc, au-delà, votre fonction de répartition, donc ici vous avez 1, votre fonction de répartition, elle prend ça. Voilà le graphe de votre fonction de répartition. Quelques remarques. Vous remarquez que la limite de votre fonction de répartition en moins l'infini, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est 1. Tout ça, c'est normal d'après les propriétés que l'on vient de voir. Et vous remarquez une genre de fonction en escalier qui doit normalement vous faire penser à une certaine fonction que l'on a vue. Je vous laisse revoir le cours sur les fonctions. Je vais passer dans cette vidéo, je vous la mettrai sur une correction sur mon site, le calcul de la fonction de répartition de y. On va plutôt passer à la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi d'une variable aléatoire? J'ai annoncé le mot tout à l'heure. La loi d'une variable aléatoire, donc tu as regardé la définition 3.4, c'est la donnée de toutes les probabilités où x appartient à grand A étant un intervalle. Alors, rassurez-vous sur cette définition, comme je l'ai dit en remarque, elle nous servira dans un autre chapitre. Pour les variables aléatoires discrètes, qui vont donc nous intéresser plus particulièrement dans ce chapitre, la loi, c'est la donnée de deux choses, l'univers image, c'est-à-dire les valeurs que prend votre variable aléatoire, ici 0, 1, 2, 3, et les probabilités qu'elles prennent chacune de ces valeurs. Pour l'instant, cette définition ne nous intéresse pas trop. Et enfin, proposition 3.2, qui pareil ne nous intéresse pas trop pour le moment, mais la fonction de répartition d'une variable aléatoire caractérise la loi. C'est-à-dire que deux variables aléatoires, x et y, suivent la même loi, si et seulement si elles ont la même fonction de répartition. Voilà. Alors, on va passer au paragraphe 4. On va directement passer au paragraphe 4.3. Alors, non pas que les paragraphes précédents ne sont pas intéressants, mais comme on fait cours par vidéo, autant aller à l'essentiel et donc autant aller directement aux notions les plus importantes. Alors, la notion d'espérance. On avait vu cette notion d'espérance au chapitre 8, à la toute fin du chapitre 8. Je vous invite à aller refaire un tour. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est la moyenne théorique des valeurs. Alors, comment on définit proprement l'espérance? Rappel, on est en cours de maths, on n'est pas en économie. L'espérance, on dit qu'une variable aléatoire admet une espérance si la série, alors on va supposer que l'univers, comme l'uni c'est x de oméga, la série des x appartenant à x de oméga converge absolument. Alors, je rappelle ce que ça veut dire que la convergence absolue. Je vous invite à aller revoir le chapitre 10, je crois, sur les séries. La convergence absolue, ça veut dire la convergence avec des valeurs absolues. Alors, pour ce qui nous intéresse plus ici, c'est-à-dire qu'à particulier lorsque x de oméga est égal à n, ou n étoiles, qui seront quand même les cas les plus fréquents, eh bien, on dit que x admet une espérance si la série, donc des k appartenant à n, des k, b de x égale k, converge absolument. Voilà, on va faire l'exemple 10 dans une prochaine vidéo.